Bienvenue tout le monde et merci de vous joindre à nous pour cet événement. Violence invisible, silence étouffant, cadre juridique et promotion collective de la justice de genre. Alors que nous approfondissons le thème prioritaire de cette année qui consiste à garantir et à renforcer l'accès à la justice pour toutes les femmes et les filles, cet événement vise à mettre en lumière à la fois les défis auxquels les femmes sont confrontées à travers le monde à cet égard et les initiatives prometteuses visant à éliminer la discrimination et les innombrables obstacles à l'obtention d'une justice équitable, juste et sensible au genre. Selon le rapport d'ONU Femmes 30 ans après Pékin, nous savons qu'aucun pays n'a atteint l'égalité juridique totale pour les femmes. En termes simples, cela signifie que partout dans le monde, les lois traitent encore les femmes et les hommes différemment. Les femmes ont moins de droits que les hommes aux yeux de la loi. Ces lacunes juridiques déterminent qui est protégé, qui est cru, qui peut faire valoir ses droits et quelle version des faits a le pouvoir. C'est ainsi que l'impunité s'enracine au-delà de la loi, à travers des récits qui minimisent la violence et les violations, mettant les femmes en doute et excusent ceux qui causent du tort. Les lacunes juridiques laissent les femmes avec moins de droits que les hommes et face à des obstacles plus importants pour accéder à la justice. Cela rend la justice inégale par nature. Aujourd'hui, nous avons réuni des expertes, des femmes qui partagent leur expérience vécue lorsqu'elles tentent d'accéder à la justice, des femmes qui les accompagnent et défendent leurs droits à travers le système judiciaire, et des femmes qui entreprennent le long chemin vers la justice avec le soutien de défenseurs juridiques et leur solidarité mutuelle pour affronter les obstacles à l'obtention de la justice et enfin demander des comptes aux auteurs des crimes. Nous savons que les obstacles sont de taille et se chevauchent souvent lorsque les femmes et les filles cherchent à obtenir justice. Et nos intervenants nous en parleront. Il faut donc abattre ces barrières à travers les mécanismes à disposition. L'éducation, la normalisation du dialogue et aussi la violation de la justice qui vivent les femmes et les filles. L'accès à la justice est essentiel. La justice pour les femmes et les filles signifie sécurité, donc être protégé contre de nouveaux préjudices, dignité, être écouté, cru et respecté, réparation, avoir accès à des recours, à un soutien et à des réparations, et prévention, donc mettre fin à la violence avant qu'elle ne se reproduise. Chaque femme et chaque fille a droit à la justice. Lutter contre l'impunité est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire. Cela envoie un message clair, la violence et l'injustice ne seront pas ignorées. La responsabilité met fin aux abus répétés et rend la violence plus difficile à excuser ou à normaliser. L'accès à la justice ne se limite pas à résoudre des affaires, mais change des vies. C'est pour cela que nous sommes très reconnaissants d'accueillir aujourd'hui nos intervenantes venues des différentes régions, Guatemala, République du Congo, Inde, Afrique du Sud, ainsi que notre modératrice, Despina Frediti Milaki, qui va les présenter. Merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui et merci infiniment à nos interprètes, Daniel et Jessica. Merci Anne-Marie. C'est un honneur, un plaisir pour moi de modérer cette conversation. Je souhaiterais tout d'abord remercier les intervenantes d'avoir dédié leur temps à nous, d'être avec nous. Comme Anne-Marie l'a dit, nous allons entendre la voix d'expertes et j'espère que vous allez passer un bon moment, une conversation riche. Nous sommes ravis de votre participation et je ne vais pas donner des introductions complètes à toutes nos intervenantes lors de ce panel, mais juste pour des raisons de temps. On n'a pas beaucoup de temps, mais vous allez retrouver toutes les informations, les biographies dans le chat. Cela dit, et sans trop m'attarder, je souhaiterais donc ouvrir cette conversation, ce panel, et je voudrais vous présenter notre première intervenante de la journée, Madame Anna Grace Cabrera Cordon, coordinatrice du domaine Femmes, Paix et Sécurité et Action humanitaire pour ONU Femmes au Guatemala. Merci
Anna, d'avoir accepté notre invitation. C'est un immense honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Tu possèdes une vaste expérience dans la protection des femmes contre l'exploitation et les abus sexuels, ainsi que dans la défense des femmes survivantes des conflits. Pendant de nombreuses années, les violences sexuelles au Guatemala, pendant le conflit, sont restées largement visibles. En février 2016, un tribunal guatémaltèque a rendu un verdict historique statuant que les violences sexuelles, l'esclavage sexuel et l'esclavage domestique commis à l'encontre de certaines femmes autochtones pendant le conflit armé interne du pays constituaient des crimes internationaux. Quel a été le facteur le plus déterminant dans la décision de ces femmes de se manifester pour porter plainte après tant d'années? Et comment le verdict a-t-il transformé la perception juridique et sociale de la violence sexuelle pendant le conflit armé au Guatemala? Et est-ce que le tribunal s'est-il contenté de punir les criminels ou a-t-il changé la manière dont la violence envers les femmes en temps de guerre est interprétée? Boina, merci beaucoup pour ces questions qui sont essentielles et je vais prendre une minute pour vous remercier d'être là et un grand merci aux sponsors, donc la coalition de justice religieuse. Je souhaite remercier les missionnaires de Marie Immaculée et aussi l'association Passion Internationale. Je vous souhaite vous remercier de l'invitation et de pouvoir partager l'expérience des abuelas de Sapur qui ont vécu une période très intense et difficile lors du conflit armé. Comme Esprina l'a dit, ces femmes ont souffert d'esclavage, d'esclavage sexuel et domestique pendant une période de temps. Donc la première question, en termes de quel est le facteur plus déterminant dans les décisions des femmes afin qu'elles se manifestent et qu'elles essayent de faire représenter leur voix après tant d'années? Eh bien, je souhaiterais commencer en disant que le cas a été ouvert il y a quelques ans, donc en 2011, mais le verdict n'est arrivé qu'en 2018. Mais le cas a commencé bien avant cela. En 2004, un groupe de féministes ont décidé enquêter sur la question de la violence sexuelle lors du conflit armé interne. L'accord de paix a été signé au Guatemala en 2016. Une commission de vérité avait été établie et ils ont remarqué que la violence sexuelle à l'égard des femmes lors du conflit armé interne n'était pas effectivement enregistrée. Cela était dû, bien évidemment, je dirais, au manque de conscience, de sensibilisation sur ce thème, mais aussi parce que les femmes ne voulaient pas briser le silence. Et cela rappelle un petit peu aussi le titre de notre initiative, Violence invisible, silence étouffant, cadre juridique et culture commune de la justice entre les sexes. Car c'est ce que nous avons fait avec ce cas. Mais pour revenir à ce cas spécifique, ce qui s'est passé, c'est que ces investigations, ces enquêtes ont ouvert la possibilité aux femmes de comprendre tout d'abord que et confirmer aussi que la violence sexuelle était présente avant, pendant et après le conflit armé au Guatemala. Deuxièmement, ce n'était pas un cas isolé. Ils sont restés dans le silence pendant des années, mais ils n'ont pas compris que cela
est quelque chose qui se vérifie souvent, et non seulement à l'égard des femmes, mais dans leur silence, ils ont donc vécu leur souffrance dans le silence. Elles n'étaient pas, n'en parlaient pas car elles avaient peur des idées reçues, de l'exposition qu'elles auraient eue en s'ouvrant. Elles avaient aussi peur que leur famille les aurait repoussées. Et donc, cela a permis aux femmes d'ouvrir la voie pour parler librement. Désolée, les enfants qui jouent derrière moi. Et donc, elles ont compris qu'elles n'étaient pas seules. Elles ont compris qu'elles n'étaient pas les seules victimes, les seules survivantes, mais qu'il y avait aussi d'autres femmes, d'autres personnes qui avaient besoin d'un soutien pour essayer de briser le silence. On a eu trois moments. Le premier moment, c'était lorsque elles ont brisé le silence publiquement, ouvertement, et l'initiative était appelée Festival de la mémoire des femmes en période de guerre. Et pour la première fois au Guatemala, on a dû dire que on avait, on a 24 groupes ethno-linguistiques différents qui se sont réunis pour la première fois. Et malgré, ils ont parlé dans leur langue maternelle respective. Moi, je peux vous dire que c'était exceptionnel. On comprenait tous et toutes ce que l'on était en train de dire, même si dans une langue différente. Car les abuelas de Sapur, elles parlaient une langue commune, qui est la langue de la justice, qui est la langue de la vérité, qui est la langue de la paix. Et pour la première fois, donc, ils ont brisé le silence. Ils sont sortis du silence. Et après cela, elles ont adopté la déclaration de Guatenango sur la dignité des victimes. Et donc, ils ont démontré dans les rues et souhaitaient se montrer dans des contextes publics, la tête levée, la tête haute, afin qu'elles ne soient pas considérées responsables de ce qui leur était arrivé, mais qu'elles étaient des victimes et que les criminels devraient avoir, devraient assumer leurs responsabilités. Cela est la raison pour laquelle ils ont décidé de briser le silence, de sortir du silence. En 2010, on a eu un procès de conscience pour les violences sexuelles lors du conflit armé au Guatemala, une sorte de procès modèle pour essayer de montrer non seulement les difficultés auxquelles les femmes étaient confrontées, mais aussi les besoins pour accéder à la justice. Dans ce procès de sensibilisation, on a présenté 30 cas et donc les femmes qui ont présenté ces cas ont donc décidé de d'entreprendre un parcours de guérison, comme on dit en espagnol, sanarse, donc entreprendre le parcours de la justice. Mais les abuelas ont décidé d'être présentes et de présenter leur cas à la justice, devant la justice. Ils ont aussi décidé de présenter à la Cour nationale en considérant le parcours pour rechercher le soutien international. Cela demande de prouver qu'elle ne pouvait pas trouver des réponses dans le tribunal national. Mais c'est un bon exemple. C'est
le premier cas qui a permis d'ouvrir la voie. Et après quelques années passées au tribunal, 12 coopéritages. C'est comme voilà, un conseil légal, donc une aide légale pour aller au tribunal. Et donc, on disait dans ces articles que la violence sexuelle a impacté les femmes d'une façon directe. Non seulement on parlait de l'aspect essentiel des procès, notamment lorsque l'on parle de violences sexuelles lors des conflits armés, et c'est le principe de crédibilité. Et je dirais aussi que ce principe de crédibilité était présenté non seulement dans le tribunal, mais à tous les acteurs qui étaient impliqués dans ces procès. Je dirais cette initiative pour la justice qui va même au-delà du procès en soi. Les femmes ont cru en elles-mêmes. Et donc ça, c'est important. Ça, c'est de la crédibilité. Ensuite, les enquêteurs, les procureurs ont cru les femmes et cela signifie aussi crédibilité. Les juges ont cru les témoignages qu'ils ont entendus et donc cela signifie aussi crédibilité. Il y a aussi l'exemple des femmes ONU. Lorsque j'ai rencontré ces femmes en 2006, elles avaient déjà commencé le processus de penser à la justice, à visualiser, disons, la justice pour elles-mêmes et aussi pour le reste des femmes qui ont vécu ce type de crime. Et dans ce sens, j'ai dit qu'il faut les soutenir. Mais ce soutien est compliqué à comprendre car bien évidemment, lorsqu'il y avait le processus, tout le monde voulait soutenir. Mais le soutien doit être fourni sur le long terme. Il faut s'engager pour le long terme. Lorsque nous pensons à fournir de l'accompagnement légal aux survivants, en tout cas, ce n'est pas 5 ans. Cela fait 10 ans depuis que le verdict est sorti et on soutient toujours le cas. À l'époque, il était 2006, donc encore avant. Vous pouvez voir combien d'années sont passées. On est toujours avec elle, car il s'agit d'un engagement sur le long terme. On ne peut pas en 3 ans avoir une reprise. Les femmes ne peuvent pas demander la justice et l'avoir en 2 ans. Parfois, ces processus sont très très longs et les femmes ont besoin d'avoir la sécurité d'être accompagnées, non seulement dans le sens d'accompagnement social, mais aussi accompagnement légal, juridique, aussi accompagnement politique et protection. Elles ont besoin ces 3 aspects, que ces 3 aspects soient réunis dans leur vie au quotidien, avant, pendant et après le procès. Et donc les femmes, car moi j'étais nouvelle à l'initiative, je pensais comment pouvons-nous transférer les inquiétudes, mais aussi cette grande responsabilité. Et j'ai trouvé aussi que mes collègues avaient postulé au principe de crédibilité. Et c'est pourquoi j'ai eu la grande opportunité, le grand honneur de pouvoir accompagner les abuelas les, et les grands-mères aussi dans cette période. J'ai appris avec elles et j'ai appris à être un meilleur être humain avec elles, à leur côté. Voici comment nous avons changé. On a changé. On est passé d'un silence collectif, un apprentissage collectif, à une construction collective d'espace et de compréhension de la vérité, libérée, en apportant aussi la justice à ces femmes qui représentent l'espérance pour toutes les femmes dans le monde entier. Et
Elle représente la certitude que peu importe le nombre d'années qui se sont écoulées, les preuves sont là. Et donc, on a fait beaucoup d'innovation avec ce projet dont je vous parlais. On a par exemple donc le héritage crédibilité, on a l'héritage culturel, ce qui est très important, car dans chaque culture, les femmes représentent l'honneur, les femmes représentent la vie, les femmes représentent la communauté et la cohésion communautaire. Elles sont impactées toutes, mais d'une façon différente lorsque la violence sexuelle se vérifie. Et nous le savons toutes pourquoi. Et donc, la compréhension, c'est important afin que le tribunal comprenne, enfin le public en général comprenne la façon dont la culture, les communautés sont impactées à travers l'esclavage et la violence sexuelle et domestique. Pour ce qui est de la deuxième question, comment on a transformé la compréhension sociale de la violence sexuelle? Bon, bien évidemment, après, il y a eu des procès par le passé concernant les conflits, les violences et les violations des droits humains, mais les procès ne se concentraient pas juste sur la violence sexuelle. Et je pense que la légalisation de ces cas, notamment ce cas dans le cas spécifique, a montré comment les femmes ont fait l'expérience de différentes violations des droits humains lors des conflits. Mais cela a aussi confirmé, comme je dis, que peu importe le nombre d'années qui se sont écoulées, il y a les preuves. Par exemple, les initiatives qu'on a eues, c'était la numérisation des, d'un site et on a montré dans les trois dimensions numériques, donc grâce aussi à l'intelligence artificielle, comment les événements se sont vérifiés. Les preuves étaient dans le sol, pour ainsi dire. Et donc, on a eu de longues conversations sur les stratégies de litige et c'était une autre expérience d'apprentissage. Je me souviens des femmes lorsqu'elles ont commencé leur cas, donc elles ont présenté leur cas aux tribunaux et les grands avocats, notamment des hommes, je dois dire malheureusement, ont essayé de guider les femmes pour ce qu'elles devaient dire ou ce qu'elles devaient faire ou comment enquêter. Mais en fait, et c'est très important car la plupart des acteurs dans ces cas étaient des femmes. Les femmes étaient les survivantes, les victimes, mais les femmes étaient aussi les accompagnatrices au sein des ONG et c'était génial car elles les écoutaient, elles étaient à l'écoute et donc toutes les stratégies de dispute venaient des abuelas et non pas d'autres personnes, non pas des académiciens. Mais, et donc, elles guidaient ce qu'elles faisaient elles-mêmes. Et c'est très important. Lorsque nous disons il y a une approche centrée sur les victimes, eh ben, cette approche vient du respect et de l'écoute de ce que les femmes souhaitent, de ce que les femmes pensent, de ce que les femmes voient dans leur avenir. Et donc, c'est très important. Et en termes de stratégie, le cas était commencé par plusieurs universités en Amérique, mais aussi en Europe et dans l'Asie-Pacifique, du moins. Je vais passer à la prochaine question pour des raisons de temps. Donc, le tribunal a puni les criminels ou est-ce que a changé
la façon dont interpréter la violence à l'égard des femmes. Bon, dans ce cas, c'était le premier cas au monde à avoir un centre de réparation. Et donc, le tribunal a condamné tous les criminels, les emprisonnant dans des structures à haut niveau militaire, pour ainsi dire, et les centres de réparation avaient plusieurs mesures. Certaines individualisées, deux, mais les 16 restants étaient basés sur la communauté. Et je ne peux pas dire que cela restaurait les droits, car je pense qu'ils n'auront jamais la possibilité de plaider pour les droits de la bonne façon au sein de la communauté, mais on a compris le droit de la communauté à l'éducation, à la santé, au soutien culturel, afin d'atteindre le plus haut niveau de développement. Il y a bien évidemment d'autres mesures qui sont appelées les mesures de non-répétition, qui incluent la formation en termes de droits humains pour les femmes, et aussi les abuelas ont demandé que la violence sexuelle ne se vérifie plus, que cela ne se vérifie plus à personne. Donc, elles sont venues à New York, où la plupart d'entre vous se trouvent maintenant, et elles ont pu s'adresser à l'Assemblée générale pour demander d'arrêter les violences à l'égard des femmes. Elles sont aussi allées à Genève pour s'adresser au Conseil des droits humains et ont présenté la façon dont la violence sexuelle impacte les femmes, mais aussi comment les femmes peuvent atteindre la justice. Merci beaucoup de votre attention. Merci infiniment Anna, d'avoir partagé autant d'aspects de ce cas et en ayant donné autant de détails. J'aimerais mettre en valeur le principe de crédibilité que tu as mentionné. C'était très important d'entendre que les femmes croyaient en elles-mêmes et que aussi les juges et les avocats ont cru en les femmes. Qu'elles sont passées du silence collectif à l'apprentissage collectif, c'est aussi très important. Le cas a marqué une décision importante, comme c'était lié au cas de violence domestique, crime qui était présenté dans une cour internationale. Cela établit aussi de la réparation pour les survivantes. Dans ce cas, représente un précédent pour les femmes du monde afin de plaider pour leurs droits, d'avancer les actions de justice et inspirer des politiques nationales, internationales. Donc, mes félicitations à toi d'avoir partagé ce cas avec nous aujourd'hui. Et maintenant, je voudrais inviter notre prochaine intervenante de la journée, Sarita Kimani, sœur passionniste originaire de la République du Congo, à prendre la parole. Sarita, vous êtes experte en droit international du travail, en droit du genre, militante des droits humains et autrice de plusieurs articles et ouvrages. Donc, dans de nombreuses sociétés africaines, les femmes vivent entre deux systèmes puissants, deux réalités puissantes. Le droit formel qui peut promettre l'égalité, la protection, l'éducation, l'héritage, la participation politique, l'absence de violence et la réalité sociale des coutumes, des structures familiales, des sessions communautaires qui façonnent la vie quotidienne de manière bien plus directe. Donc, sur la base de votre expérience, comment les droits garantis par la loi peuvent-ils perdre leur force sous la forte pression de la culture, de la tradition et des attentes sociales? Sarita, à vous la parole. Merci beaucoup pour l'octroi de la parole. Merci aussi pour l'invitation à cette conférence.
Et donc, moi, je voulais bien commencer mon exposé avec une petite vidéo que j'ai balancée à Thérèse. Je ne sais pas si elle peut le balancer dans le groupe, mais sinon, une vidéo introductive de ma thématique. Entre deux scènes silencieuses, le silence étouffant devient une norme. Mais derrière ce silence et les rires erronés, sonne comme un cri étouffé, une chaîne qui entrave les mots, un mur invisible qui bloque la voix, un sourire, mais nos yeux disent le contraire. Comment faire pour faire sortir la femme de ce silence étouffant? Et bien, c'est en rendant effective le trait Mouebara. Divulguons la loi, prévenir les violences, protéger les victimes et responsabiliser les auteurs. Merci beaucoup, Thérèse, pour ce service que tu m'as rendu. Et donc, en regardant déjà ma vidéo, j'ai vraiment introduit mon thème qui parle donc du silence. Il y a quelqu'un qui déclare, Daniel, je peux continuer? OK. S'il vous OK. plaît, sœur Rita, continuez. Merci. OK. Donc, j'ai des slides que j'avais préparés aussi. Donc, je préfère, si Thérèse peut les balancer. Et en fait, en s'inspirant donc du thème du 8 mars de cette année, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles, je me suis donc posé la question de savoir si les droits, on ne les connaît pas, il est difficile de pouvoir initier des actions pour les revendiquer. Et alors, comment connaître ces droits? Quelles sont les stratégies qui peuvent permettre aux femmes de pouvoir revendiquer leurs droits? C'est pour cela donc j'ai intitulé mon thème sur la coexistence entre droit positif et droit coutumier. Silence erroné, comme vient de le parler déjà de la première intervenante qui a parlé du silence erroné, mais aussi étouffant chez la jeune femme africaine. Alors, vous avez en face de vous deux images. La première, c'est un sourire. Et la deuxième, c'est une tristesse. Le sourire, justement, il faut le renforcer. Certainement, nous pouvons être souriants quand les choses marchent bien autour de nous. Et quand les choses ne marchent pas bien autour de nous, il y a la tristesse. Et cette tristesse, donc, peut constituer des chaînes que j'ai annoncées dans la vidéo qu'il faut pouvoir détacher pour que toutes les femmes de notre société puissent vivre heureuses. Alors, dans le contexte du Congo-Brazza, pour répondre rapidement à la première question qui m'avait été posée sur les progrès nationaux en matière des droits de femmes en République du Congo, eh bien, nous parlons donc de deux progrès, eu égard au temps qui m'est accordé. Le premier, c'est le trait Mouebara, et le deuxième progrès, c'est la stratégie de l'ouverture des centres d'assistance ou encore des centres d'écoute. Quand nous ouvrons la page de l'ONU Femmes, l'actualité, il y a une phrase qui m'a beaucoup intéressée. Il est écrit, les droits ne signifient rien
si nous ne pouvons pas les défendre. Ça, c'est dans le site de l'ONU Femmes, j'ai trouvé cette phrase très intéressante. Donc, les droits ne signifient rien si nous ne pouvons pas les défendre. Et donc, pour les défendre, il faut les connaître. Au Congo-Brazzaville, à travers ce qu'on appelle le trait Mouebara, on est arrivé à divulguer donc la loi qui protège les femmes contre les violences. La question qu'on peut se poser, donc, c'est de savoir, mais c'est quoi le trait Mouebara? Quelle est l'originalité de ce train, parce que ça fait vraiment l'actualité au Congo-Brazzaville. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce train? Alors, retenons que le train Mouebara, c'est une stratégie qui a été inventée au Congo-Brazzaville pour mettre en place la loi Mouebara qui protège les femmes contre les violences sexuelles. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pour la première fois depuis que le Congo est Congo qu'une loi a été mise en exergue pour protéger les femmes congolaises contre toutes les formes de violence. Alors, je vous invite donc à entrer dans ce train que vous voyez devant vous pour que nous puissions savoir ensemble quelle est la merveille de ce train. En fait, la merveille de ce train, c'est quoi? C'est que ce train parcourt toutes les régions de la République du Congo pour pouvoir divulguer la loi qui protège les femmes. Et l'objectif donc de ce train-là, c'est de pouvoir protéger les victimes, prévenir les violences et responsabiliser les auteurs. Nous sommes donc dans le contexte de l'Afrique où à un certain moment, la femme est vraiment victime des abus, même dans son propre foyer. Et qu'est-ce qui se passe? La femme, à un certain moment, préfère se taire. C'est ça que j'ai appelé le silence suffocant. La femme qui est maltraitée dans son foyer préfère se taire. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger le foyer, parce qu'il faut protéger ses enfants. Donc, aller revendiquer en respectant les lois dans le contexte vraiment du Congo, ce n'était pas parmi les priorités de la femme. Et donc, mine de rien, avec la loi Mouebara et la stratégie du train Mouebara, beaucoup de femmes se sont réveillées pour se rendre compte, tiens, donc ici, on ne respectait pas mes droits, ici, ça ne devait pas être comme ça. Et donc, il y a beaucoup d'exemples chez nous au Congo, par exemple, une veuve qui ne peut pas saluer un homme, qui doit rester affamée. Et donc, des pratiques même coutumières qui font souffrir la femme par le seul fait qu'elle a perdu même un homme. Le silence du fait que la femme ne veut pas perdre son foyer, la femme veut garder sa dignité pour ne pas exposer son mari, elle préfère souffrir dans le silence et donc accepter ce genre de traitement. Voilà, la loi Mouebara vient donc enlever toutes ces illusions dans la tête des femmes pour qu'elles se rendent compte que, à un certain moment, on ne peut pas continuer à rester silencieux, il faut pouvoir s'exprimer. Et donc, c'est dans cette perspective que ce train que vous voyez a parcouru beaucoup de régions congolaises pour pouvoir vulgariser la loi. Alors, l'élément très intéressant dans le train Mouebara, qui a même suscité beaucoup de débats dans les réseaux sociaux, c'est le fait que c'est une loi qui est dissuasive. C'est-à-dire, toutes les infractions ou encore tout le non-respect des droits de la femme, qu'il s'agisse des violences psychologiques, morales, physiques, sont traduites en infractions. Alors, à un certain moment, cela a fait un peu peur aux hommes, mais ça, c'est le côté positif de cette loi parce que ça diminue un peu le nombre de violences à l'égard de la femme. Et non seulement le fait que la loi soit dissuasive, mais elle a élargi les champs des violences. Dans le contexte du Congo-Brazzaville, de la République du Congo, j'allais dire, généralement, quand on parlait de la violence, on voit plus le sexe, donc la violence liée au sexe. Et donc, la loi Mouebara vient apprendre aux Congolaises, aux Congolais que la violence n'est pas seulement sexuelle, mais une simple parole peut constituer aussi une violence. Une parole qui blesse, qui laisse des traces psychologiques peut aussi constituer une violence, mais aussi un traitement dégradant. Un homme qui frappe trop son mari dans son foyer, cela aussi constitue une forme de violence. Et donc, l'élargissement de ce champ de violence a beaucoup éveillé la conscience des femmes congolaises.
Et enfin, il y a l'élément de prise en charge. Je suis contente que la première intervenante ait parlé de ça, de l'accompagnement. Donc, la loi Mouebara prévient également l'accompagnement juridique, la prise en charge des victimes. Et ça, c'est le côté positif vraiment de la stratégie de la loi du train Mouebara. En dehors, et ce trait donc, ou encore la loi Mebara, entre dans le sens de l'application du protocole de Maputo, que certains vous connaissez comme défenseur des droits des femmes, mais aussi de beaucoup d'autres normes internationales qui défendent les droits de la femme. Et la deuxième stratégie nationale qui a été inventée en République du Congo, parmi tant d'autres, je retiens les points d'écoute ou encore d'assistance. Et cela trouve son origine dans l'article 30 de la loi Mouebara, qui dispose donc que au sein de la République soient ouvertes beaucoup de centres d'assistance, beaucoup de points d'écoute pour donner la possibilité aux femmes de se faire accompagner et de s'exprimer. Ce n'est que de cette manière qu'on peut faire face aux violences faites à la femme sous toutes leurs formes, mais aussi militer pour le respect des droits de la femme au sein de la société congolaise. Voilà un peu ce que je peux dire en réponse à la première question que vous m'avez posée concernant les stratégies nationales qui ont été mises en exergue pour promouvoir les droits des femmes en République du Congo. Et la deuxième question, c'est celle qui se concerne donc les droits. Comment est-ce que les droits garantis par... Thérèse, on peut aller de l'avant, s'il te plaît? Comment est-ce que les droits garantis par la loi peuvent-ils perdre leur forme sous la pression de la culture, de la tradition et des attentes sociales? Alors, dans les images que vous voyez, il y a d'abord une femme qui a une chaîne dans la bouche. Et la deuxième image, vous allez voir qu'une personne est devant un mur. Ça va apparaître après. Et donc, moi, je me dis, qu'est-ce qui peut donc empêcher cette loi Mouebara ou encore d'autres lois internationales de pouvoir s'appliquer dans le contexte du Congo-Brazzaville? Je me dis qu'il y a des chaînes qui entravent les mots et il y a un mur qui bloque la voix. Alors, en quoi peut constituer ces chaînes? En quoi peut constituer ce mur où la femme crie mais personne ne l'entend? Où la femme a une chaîne mais ne peut donc pas parler? Eh bien, j'ai retenu seulement trois éléments très clés dans le contexte du Congo-Brazzaville, mais même dans beaucoup d'autres pays en Afrique. C'est notamment donc la coexistence entre le droit positif et le droit coutumier. Qu'est-ce qui se passe en fait? Dans le contexte de l'Afrique, les coutumes occupent une place très importante au Congo ou en Afrique. Et donc, chaque Africain est censé respecter ses coutumes. En réalité, les coutumes ne sont pas si mauvaises, ce sont des pratiques qui nous aident à se conformer en respect donc de notre culture. Mais seulement à un certain moment, ces coutumes-là vont même au-delà jusqu'à constituer un obstacle pour que les lois puissent être respectées. Vous savez, je disais même le jour de ma soutenance de thèse que à la fin de cette soutenance, j'espère que les Congolais qui sont présents dans la salle ne vont plus oser dire que la femme ne construit pas le village. Et donc, ce sont les adages coutumiers chez nous pour revaloriser plus l'homme que la femme, où on dit la femme ne construit pas le village. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Et donc, ça fait partie des pratiques coutumières qui peuvent constituer un obstacle pour que le droit soit vraiment respecté. Et puis, à un certain moment, la femme qui est entre le droit civil et le droit coutumier se sent suffoquée parce que le droit coutumier lui demande, quand il y a un problème, de pouvoir soumettre au conseil de la famille, de réunir les deux familles, de trouver la solution. Et donc, ce n'est qu'après qu'on peut donc dire, ben, madame, tu peux seulement supporter pour sauvegarder ton foyer. Tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne trouvent pas la chance d'être mariées. Et donc, c'est dans ce contexte que beaucoup de femmes se taisent et préfèrent souffrir dans le silence parce qu'il y a les pesanteurs culturelles ou encore la coutume à laquelle nous sommes censés, ou encore la femme est censée respecter et vivre selon les normes coutumières. Et donc,
Je ne dis pas que toutes les coutumes ne sont pas bonnes, non, mais c'est la pratique de certaines coutumes qui dérange et qui fait que le droit civil et la femme soit entre le droit civil et le droit coutumier et ne sait pas à un certain moment pour quel droit opter. Et vous savez, je vais même juste aller jusqu'à vous étonner. Au Congo, il y a même des nourritures coutumièrement parlant qu'on avait interdit à nos mamans de ne pas manger. Donc, on dit non, ça, c'est le repas réservé rien que pour les hommes. Et donc, c'est après qu'on s'est rendu compte que c'était seulement discriminatoire pour encourager les hommes à manger ce repas et les femmes à côté. Ça, c'est un exemple banal juste pour vous faire comprendre comment est-ce que certaines pratiques qui coïncide avec le droit positif, constitue vraiment une opposition pour le respect des droits de la femme. Et donc, on peut élargir peut-être dans les débats d'autres réalités coutumières. Donc, moi, je me dis que ces coutumes-là qui sont mal appliquées constituent un mur qui bloque la voix, une chaîne qui entrave donc les mots, un poids qui étouffe les cris, parce que la femme joue donc au silence erroné, j'ai appelé ça silence erroné, et donc, devant les gens, elle fait semblant comme si les choses marchent bien, mais dans son foyer, elle souffre. Donc, si nous voulons que les droits de la femme soient respectés, il faut que ces chaînes soient détachées, il faut que ce mur soit brisé. Et le deuxième obstacle pour que la loi trouve son effectivité, c'est la pratique de certaines normes juridiques au Congo qui, au même moment, occasionne des inégalités et la discrimination. Et j'ai cité, entre autres, l'article 175 du Code du travail congolais, qui dit donc à l'homme, qui donne encore le pouvoir à l'homme le pouvoir à l'homme de s'imposer à sa femme. Je ne sais pas s'il faut dire s'imposer, mais la femme ne peut exercer qu'un travail que moyennant l'autorisation de son mari. Et donc, jusqu'à présent, c'est une norme juridique qui existe. Et donc, je me dis, ce sont des normes juridiques qui vont à l'encontre du respect actuellement des droits de la femme. En dehors donc de cet article, il y a aussi l'article 168 toujours du Code du Code du travail, où on dit que la femme est pour le service de la famille, pour prendre soin des enfants, et donc c'est l'homme qui doit aller chercher à manger. Ça, ce sont des dispositions qui sont déjà dépassées, qui nécessitent être carrément changées pour créer l'égalité entre l'homme et la femme. Et enfin, parmi donc les chaînes, il y a la faiblesse de la justice. Dans la faiblesse de la justice, c'est là où je rejoins la première dame qui a parlé, où on dit c'est parfois lent. On a affaire à une justice qui est lente. On a affaire à une justice où il faut beaucoup d'argent pour pouvoir entamer une action en justice. Et donc, si la femme congolaise qui est d'abord dans la pauvreté matérielle, s'il faut encore ajouter une pauvreté juridique pour pouvoir bénéficier de ses droits, cela constitue également une chaîne qu'il faut pouvoir détacher. Et donc, et donc, dans cette faiblesse de la justice, à un certain moment aussi, il y a la corruption qui rentre. Au lieu que les normes juridiques soient proprement respectées, eh bien, on se laisse, les juges se laissent corrompre pour favoriser une partie. Et moi, quand j'ai écrit mon livre que j'aimerais bien vous conseiller pour ceux qui parlent français, donc ça, c'est le livre que j'ai écrit sur les droits de la femme et tout ça. J'ai fait un travail de terrain où je suis allée dans certains tribunaux pour pouvoir voir, pour pouvoir évaluer certains cas jurisprudentiels. Si vraiment il y a des femmes qui ont déjà traduit en justice certaines personnes pour le non-respect de leurs droits. Dans les 3 ou 4 tribunaux où je suis passée, il n'y avait aucun cas jurisprudentiel en matière de la justice, donc, en matière de défense des droits. Ça signifie que les femmes n'ont pas cette audace de pouvoir atteindre les juridictions et défendre leurs droits. Donc, ceux qui veulent pour le livre, après, vous pouvez toujours me contacter. Thérèse, on peut aller avant. Et donc, moi, je me dis, ces conséquences ont des impacts négatifs aussi bien sur la vie de la femme elle-même que sur la vie de toute la société. Chez la femme, on a à voir à des femmes qui souffrent, un silence suffocant. Vous regardez l'image que j'ai balancée là de la dame qui regrette, qui souffre. Et Simone de Beauvoir, que vous connaissez bien, disait,
L'absence de la justice pour la femme est une injustice pour tous. Quand la femme est dans le silence suffocant, quand la femme est dans le sourire erroné que je venais de parler, quand la femme vit dans les inégalités invisiblement visibles, eh bien, cela constitue une injustice. Alors, qu'est-ce que la femme fait? La femme porte le fardeau. La femme a une obligation qui pèse sur ses épaules. La femme devient comme l'eau qui stagne, la plante qui étouffe et le feu qui s'éteint. Les inégalités deviennent donc invisiblement visibles parce que au contact avec certaines femmes au Congo, quand vous leur parlez des inégalités, ils vont vous dire non, chez nous, non, on nous traite bien. Mais quand on analyse certains cas, tels que les cas concrets que je vous ai cités ici, on se rend compte que ce sont des inégalités invisibles, mais qui sont en réalité visibles. Il suffit de faire un travail de terrain pour s'en rendre compte. Alors, au terme de toutes ces conséquences, au terme de toutes ces stratégies, quelles sont les stratégies que la sœur Bédestel peut proposer pour promouvoir les droits de la femme dans le contexte vraiment du Congo-Brazza? Eh bien, moi, je dis qu'il faut d'abord des stratégies juridiques et des stratégies extra-juridiques. Concernant les stratégies juridiques, il faut promouvoir le trémobara parce que ça ne sert pas de prendre des lois qui sont d'application difficile. Il faut militer pour que ces lois soient vraiment respectées. Et donc, la stratégie juridique consiste à rendre effectifs les normes aussi bien internationales que nationales en matière des droits de la femme. Et une autre stratégie juridique, c'est de pouvoir développer ce qu'on appelle les pro bono, c'est-à-dire créer des cabinets d'aide pour faciliter aux femmes de pouvoir revendiquer leurs droits. Et dans les stratégies extra-juridiques, je dis qu'il faut émerger les nouvelles générations. En faisant quoi? En apprenant déjà le droit aux enfants dès l'école primaire. Parce que nous sommes des générations dépassées, s'il faut le dire. La femme actuellement qui a 45 ans, qui est ancrée dans sa coutume, qui n'a pas aussi appris beaucoup de notions juridiques, a la difficulté de pouvoir traduire ou ouvrir une action, intenter une action en justice. Mais les jeunes générations qui viennent de commencer leur vie, les jeunes filles, si déjà dès le bas âge, elles connaissent les droits, eh bien, ce serait facile de pouvoir les promouvoir et peut-être qu'on pouvait rêver une société égalitaire, une société non discriminatoire. Et en dehors donc d'émerger les nouvelles générations, il faut donc favoriser le leadership féminin que nous connaissons déjà, et développer la notion du capital humain pour que la femme, sa production puisse impacter positivement la vie en société. Et donc, pour conclure, je vais dire, ne pas respecter les femmes est un danger pour la société. Les droits, c'est bien de les prendre, mais les mettre en pratique, c'est encore mieux, afin que la femme ne souffre pas dans le silence et que la femme puisse avoir la capacité de pouvoir s'exprimer. Voilà ce que je peux dire concernant donc notre thème et je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, sœur Rita, de votre présentation. La situation du Congo révèle donc des progrès, notamment à travers la législation telle que la loi Mobara et le développement de stratégies nationales. Le progrès est clair, mais bien évidemment, le parcours vers la protection complète des femmes reste encore ouvert. Donc, merci infiniment d'avoir mis en valeur l'importance de l'application de la loi et aussi de l'importance de sensibiliser. Nous devons connaître les droits afin d'être en mesure de pouvoir plaider pour nos droits. Merci à nouveau et par cela, je souhaite maintenant passer à la prochaine intervenante. La présentation d'une expérience vécue, la voix d'une jeune femme qui était confrontée aux stéréotypes de genre, à la violence domestique au cours de sa vie, mais qui a survécu et qui est ici avec nous aujourd'hui. Elle s'appelle Rosie, c'est une femme musulmane originaire de l'Inde qui était mariée à l'âge de 16 ans à son cousin Germain dans le cadre d'un mariage arrangé par la famille.
Elle a subi des multiples formes d'abus, de maltraitance au sein de son mariage, mais aussi au sein de sa communauté. Sœur Sneha, une sœur de la congrégation des sœurs de la présentation de la province du Nord de l'Inde, avocate exerçant à la haute cour de Delhi, l'a soutenue dans son processus de guérison. Elle est également parmi nous aujourd'hui pour nous aider à assurer la traduction simultanée de l'hindi vers l'anglais. Et je vous remercie infiniment, sœur Sneha. Merci de votre gentillesse. Merci Rosie d'avoir accepté d'être là avec nous aujourd'hui. Nous savons que ce n'est pas un thème simple à aborder pour toi, donc on apprécie vraiment ta présence ici. Et merci aussi de nous dédier un peu de temps. Merci Rosie de pouvoir partager ton expérience et aussi les barrières que tu as vécues. Merci. Je vais vous donner la traduction. Est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. Donc, Rosie Khatton est une femme musulmane de l'Inde du Nord, Delhi. Elle a dit qu'elle s'est mariée lorsqu'elle avait l'âge de 16 ans à son cousin Germain. Elle venait d'une famille de 5 filles. Elle est la quatrième et elle a fait l'expérience de la discrimination dès l'enfance, donc dans sa propre famille. Et ensuite, elle a été, elle a compris qu'elle était une enfant non voulue. Et même le choix de son copain, de son mari, est la preuve d'une société patriarcale et de l'abus sur les femmes. En étant une jeune fille mariée, cela représente un modèle plus vaste de structure, d'inégalité de genre, où les filles n'ont pas accès à leur droit de mariage ou même de décider de choisir leur partenaire. Elle n'est pas éduquée, elle n'a pas reçu une éducation, elle s'est mariée, elle a commencé à faire l'expérience de la violence économique, aussi les abus psychologiques et physiques de la part de son mari. Et l'histoire qu'elle a racontée jusque-là dit que dès qu'elle a essayé de présenter son cas à la cour, elle a reçu un conseil légal de la part du tribunal. Elle a fait l'expérience, malheureusement, de la barrière culturelle et linguistique. Une femme qui était abandonnée, une femme qui a été laissée seule pour trouver ses moyens, qui a dû faire face à des problèmes financiers lorsque ses parents l'ont abandonnée pour soutenir son enfant.
Elle vient d'une famille pauvre, sans soutien communautaire pour elle. Elle est considérée comme juste une femme. Donc, elle a fait l'expérience de l'exclusion sociale et aussi au sein de sa communauté, il y a des décisions morales, des décisions qui ont été prises par son père au sein d'une société patriarcale. Cela réfléchit Elle a réfléchi sur le fait que sa vie conjugale a été un échec et donc elle est frustrée. Une femme, elle a porté son cas à la cour. Maintenant, elle va décrire son cas d'accès à la justice et les difficultés qu'elle a vécues à partir de là. Donc, elle s'est adressée au tribunal. Le procès a duré pendant 10 ans. Depuis 10 ans, on est dans un tribunal avec un cas de violence domestique. Et donc, elle n'a pas de droit à la protection, au logement. Et donc, elle a, on s'est adressé aussi au tribunal familier où on a essayé de lutter avec notre cas de maintien qui semble être en notre faveur, mais elle décrit cette expérience comme un ordre qui doit être mis en œuvre. Une limitation des procédés de la cour. Son mari a payé jusqu'à ce qu'il est venu en cours, mais il est venu le moment où l'exécution doit mettre en œuvre l'ordre. Il a été envoyé en prison, mais encore une fois, cet ordre, il a payé pendant 2 ans, mais pendant 5 ans, il ne paye plus. Et donc, on continue à être en cours pour ce cas criminel. Et pendant les 2 dernières années, elle n'a pas reçu aucune indemnité de maintien. Et Rosie a dit qu'elle a appris à coudre. Et donc, elle a appris aussi à cuisiner. Et donc, elle essaie de cuisiner pour plusieurs familles. Et maintenant, grâce à l'intervention des sœurs religieuses, elle a reçu une machine à coudre. Grâce aussi au soutien d'un couturier. Donc, elle a pu euh, démarrer son activité de couturière et elle peut maintenant être en mesure de de maintenir le parcours légal a été compliqué. Elle a vu plein de retards pour ce qui est des verdicts du tribunal. Il y a encore des difficultés dans la mise en œuvre et donc les institutions n'arrivent pas à faire en sorte que le verdict soit appliqué. Et bien évidemment, cela comporte de la frustration et aussi des retards dans les réparations légales.
La justice est reportée, la justice est niée. Voici donc sa situation à l'heure actuelle. Elle doit prendre en charge sa même vie et elle essaye tout son mieux pour prendre soin aussi de son enfant. Merci infiniment, sœur Osnia. Merci, Rosie, d'avoir pris la parole d'une façon si courageuse aujourd'hui. Tu as partagé des aspects cruciaux, aussi des idées précoces au sein de la société indienne qui nous font réfléchir sur la direction qu'on prend en tant que société, aussi dans quelle société on vit, et donc aussi la société dans laquelle nos enfants grandissent. Tu as vécu la stigmatisation de la part de ta famille qui te gardait coupable pour l'échec de ton mariage et aussi les différentes barrières que tu as dû rencontrer dans les tentatives d'avoir accès au système de justice. Mais malgré cela, tu as continué à lutter pour ta dignité, pour l'avenir de ton fils. C'est pour cela que tu es un symbole de résilience, de courage. Et donc, merci encore une fois pour ton partage courageux. Sœur Niha, tu as une grande expérience en tant qu'avocate pour le soutien des filles et femmes dans le besoin. Donc, je vous demande de partager les obstacles que vous avez rencontrés dans ce système au sein de votre pays. Oui, j'ai l'honneur de pouvoir partager mon expérience dans le système judiciaire, dans la mise en œuvre des ordres de la Cour. Il y a beaucoup de juges qui sont absents. Nous devons juste attendre. Et lorsque les juges viennent en cours pour s'adresser à nous, bah, ils nous disent qu'au fait, il faut attendre pour une nouvelle date. Donc, même en tant que représentant légaux, il est difficile de gérer la situation. Soit les juges ne sont pas présents, soit les autres avocats de la partie opposée sont absents et donc il y a beaucoup de retard. Et dans notre cas, on a lutté pendant 10 ans. C'est l'un des cas de violence domestique. Mais malgré le retard, j'ai vu que la direction va dans notre faveur. Et le mari n'a payé que pendant 2 ans. Maintenant, pendant les 3 dernières années, il n'est pas disponible. Il y a donc tous les ordres qui sont contre lui, mais il ne vient jamais au tribunal, il ne présente jamais au système. Et nous savons qu'il y a beaucoup de corruption, même au sein de la police. Il suffit de payer une petite somme pour le système, le mari est introuvable. Et donc, moi, je vais au tribunal, elle vient au tribunal. À chaque fois, il y a de retard et donc il y a beaucoup de frustration. Les agents font partie du traité de 2012, mais nous, les femmes en Inde, on a compris que les refuges qui étaient censés être très importants pour l'acte ne sont pas au fait fiables. Rosie et d'autres femmes ont été expulsées de leur maison, mais n'ont pas été acceptées de leur famille. La société les a repoussées. Donc, où est-ce que peuvent aller ces femmes? Et donc, l'on est censé avoir des maisons refuges pour ces femmes et aussi des agents de protection qui doivent suivre ces femmes et les suivre aussi dans les tribunaux. Et donc, ce sont des grandes lacunes qu'on vit toujours. Et ce n'est pas un travail d'un seul jour. Cela demande un grand effort sur plusieurs années. Donc, il faut avoir des sessions de conseil constant, de soutien psychologique, soutien financier, soutien émotionnel constant.
l'État n'est pas en mesure d'apporter cette protection ni les financements nécessaires. Il y a Rosie a pu démarrer sa petite activité grâce à l'aide d'autres intervenants. Nous sommes conscientes que la mentalité patriarcale, la société patriarcale est bien enracinée dans le système légal et la police qui devrait mettre en pratique les ordres de la cour, du tribunal, au fait, ne sont pas, ne sont pas là pour considérer les droits des femmes, pour les protéger, mais ils ne considèrent que les conflits de la société et donc cela n'est considéré que comme une affaire familière. Ce n'est pas une violation des droits humains ou un abus, selon les policiers. Et donc, mes chers amis, même si la loi ne reconnaît pas la violence domestique, enfin, la loi reconnaît la violence domestique, l'application est contraire. Et donc, ma référence à la Cour suprême l'année passée, on a eu un verdict sur le fait que nous, les femmes, l'Union des femmes de l'Inde, pourra donner des directions au gouvernement afin d'apporter la protection des femmes, avoir des agents de protection, avoir des refuges, afin que cela devienne une réalité, que cela devienne une pratique commune et réelle, car il y a de plus en plus des cas de violence domestique et donc le rôle de la sensibilisation, le rôle de la sensibilisation des femmes et aussi du fait que la violence doit s'arrêter, doit être une priorité. Il faut avoir aussi un système légal qui soit plus rapide afin que l'on apporte de la justice au niveau régional, national et international pour les femmes. Merci beaucoup. Merci infiniment, Sœur Sneha, d'avoir partagé votre expérience et merci aussi de votre engagement continu pour améliorer la vie des femmes, les personnes les plus vulnérables et faire en sorte que personne ne soit laissé de côté. Pour ajouter quelque chose, il ne faut pas aussi négliger la partie émotionnelle car plaider pour les survivantes de violences ne demande pas seulement l'expertise légale, mais aussi une résilience émotionnelle. Et malgré tous ces défis et ces barrières que vous avez vues dans votre expérience, chaque voix, chaque petite victoire peut contribuer vraiment à continuer l'effort pour faire en sorte que le système de justice soit plus accessible et plus équitable pour tout le monde, notamment pour les personnes qui sont restées trop longtemps dans le silence. Maintenant, je souhaite passer à notre dernière intervenante et c'est avec grand plaisir que je vous présente Madame Clarisse Lau, coordinatrice principale des programmes chez Justice Desk Africa. Clarisse possède une vaste expérience dans le domaine des programmes communautaires et du développement des jeunes, tout en mettant l'accent sur la sensibilisation aux droits humains, la prévention de la violence sexiste et les systèmes de protection de l'enfance. Merci Clarisse d'avoir accepté notre invitation à participer à cette discussion. Et pouvez-vous décrire le contexte sud-africain en ce qui concerne les obstacles juridiques et culturels qui limitent l'accès à la justice pour les femmes et les filles ayant subi des formes visibles et invisibles de violence ou de discrimination fondée sur le genre? Et aussi, si vous pouvez partager quelques projets de bonnes pratiques avec nous que Justice Desk Africa a développé, mis en œuvre pour essayer de dépasser ces défis en Afrique du Sud. Merci Clarisse. Merci beaucoup de l'introduction, Sœur Despoina, pardon. Et merci de l'invitation de pouvoir m'adresser à vous tous. Donc, je suis basée en Afrique du Sud, à Cape Town.
et je suis donc coordinatrice du programme. Et donc, les barrières auxquelles nous sommes confrontés lorsqu'il s'agit de mise en œuvre de programmes dans les cas de violence basée sur le genre. Donc, on a une législation très forte mise en œuvre en Afrique du Sud et cette législation devrait protéger les femmes. Nous avons donc une constitution. En Afrique du Sud, nous avons la loi sur la violence domestique qui permet donc aux femmes de demander de la protection. Nous avons aussi un acte qui prévoit un mécanisme de protection pour des victimes de violences ou de discrimination. Donc en Afrique du Sud, il n'y a pas d'absence de loi. On a toutes de belles lois qui sont en vigueur. Mais après, il s'agit tout le temps de politique d'application. Par exemple, si l'ordre de protection n'est pas en œuvre immédiatement, quelque chose pourrait se vérifier. Par exemple, le fait de se rendre à la police pour un survivant peut être difficile, hein. Donc, et on fait l'expérience d'un deuxième traumatisme. Et il y a donc des barrières légales et culturelles. Par exemple, le fait qu'il n'y a pas assez de rapports de cas de violence basés sur le genre. Donc, par exemple, dans les zones rurales, les survivantes ont l'impression qu'elles sont marginalisées. La plupart d'entre elles ont peur qu'elles seraient marginalisées si jamais elles devraient s'exprimer ou qu'elles pourraient vivre d'autres expériences de violence. On est face aussi à des barrières, par exemple, de la part de la police lorsqu'il s'agit de dénoncer une violence. Donc, se rendre à la station de police lorsqu'on essaie de faire un rapport de ces cas, on peut voir des barrières. Et donc, il y a aussi un retard du système de la justice, ce dont on a parlé aussi auparavant. Parfois, ces cas ont besoin d'années afin de compléter un parcours. Et donc, cela comporte le fait que parfois les victimes décident de ne plus continuer avec leur cas. Il y a aussi des barrières avec les communautés rurales. Les femmes doivent parcourir de longues distances pour avoir accès à la justice. Très souvent, ils n'ont pas des moyens financiers appropriés. Et donc, il y a des barrières financières. Dans certaines communautés, la prédominance des hommes est la normalité. Et donc, les femmes sont soumises. Il est difficile de défier un abus ou même de s'exprimer lorsqu'un abus se vérifie. Et donc, il y a la stigmatisation. La stigmatisation sur le fait de garder le silence, de garder la paix au sein d'une famille. Et donc, la stigmatisation est aussi une barrière dans beaucoup de cas qui ne sont pas reportés. Et donc, les femmes restent dans les situations d'abus pour garder la structure de famille, pour éviter la honte. Comme mentionné tout à l'heure, il y a aussi la dépendance économique et le taux d'emploi qui est très faible pour les femmes. Donc, c'est pour cela que les femmes restent à la maison, restent au foyer et sont dépendantes économiquement de leur mari. Pour dire quel est l'impact sur les femmes, c'est, on voit beaucoup de dépression, d'anxiété, de traumatisme. Donc,
que les femmes restent dans le silence, ne parlent pas, car parfois elles ont honte. Les filles aussi quittent l'école. Il y a aussi deux types d'abus intergénérationnels qui continuent. Car à un moment où vous voyez que les enfants grandissent dans des foyers où il y a des abus, l'on considère les abus comme quelque chose de normal qui se vérifie. Et donc cela rentre dans la sphère émotionnelle. Donc en Afrique du Sud, il faut essayer d'améliorer l'application de la loi que nous avons à l'heure actuelle. Par exemple, des réponses immédiates, la réponse de la police au cas de violence, ou encore renforcement de capacité pour les personnes qui ont affaire aux survivants de violences. Essayer de les former à donner des réponses appropriées au traumatisme, donc au cas reporté, et aussi sensibilisation de communauté et programmes de prévention que je vais expliquer par la suite. Je vais vous dire quels sont les programmes qui sont en place en Afrique du Sud, et aussi essayer d'impliquer les jeunes garçons et les jeunes hommes. Dans les communautés, il faut penser aussi aux normes de masculinité comme forme normale au sein de la communauté. Et il faudrait avoir accès aux services psychosociaux pour les victimes d'abus ou de violences de genre. Une bonne pratique que nous avons mise en œuvre en Afrique du Sud, eh bien, en Afrique du Sud, mais aussi dans d'autres pays de l'Afrique, on se concentre sur 3 programmes essentiels. Nous avons un programme ambassadeur de jeunesse, un programme Bokodo, ce qui signifie rocher. Lorsque on dit que si l'on frappe une femme, on frappe un rocher, Bokodo. Et donc, on a aussi un programme Ntsika, Yetemba, qui se concentre sur les jeunes garçons qui ont affaire à une masculinité toxique. Donc, on fait aussi une campagne de sensibilisation. Donc, dans ces 3 programmes, on essaie de sensibiliser aux droits humains et aussi à la protection légale des femmes et des filles. Donc, on essaie de les aider à reconnaître qu'elles ont des droits et comment reconnaître aussi le cas de violence, d'abus et quand est-ce que les droits sont violés. Très souvent, les jeunes qui viennent dans les programmes ne connaissent pas les droits humains ou alors, voilà, ils connaissent des formes d'abus, mais ils doivent comprendre quelles sont les formes invisibles de la violence et de l'abus, non seulement celle qui est visible. Donc, la violence invisible est plus difficile à reconnaître. Donc, l'on doit comprendre quelle est la violence de genre d'une forme visible et invisible. Il faut aussi avoir un mécanisme de rapport de dénonciation fort et aussi plaider pour les droits et aussi éduquer les droits dans les écoles et chez les communautés. Donc, il faut aussi des accords d'entente avec les parties prenantes pour apporter un changement. On se concentre aussi sur le renforcement de la confiance en soi avec des programmes de leadership. On essaie d'encourager aussi les filles à s'adresser aux services de soutien si besoin en est. Et on fournit aussi une formation d'autodéfense, ce qui donne sécurité mais aussi confiance en soi. On essaie de former aussi nos jeunes ambassadeurs à mettre en œuvre des campagnes telles que la campagne contre le bullisme afin que leur voix soit effectivement entendue au sein des écoles
On fait donc des formations, mais c'est un soutien de pair à pair qui est essentiel aussi. Et donc, on essaie de transformer, enfin, les jeunes essaient de transformer les mentalités des leurs pairs. Cela permet d'attaquer des formes précoces de violence, des formes de violence telles que l'intimidation ou la violence verbale, ce qui peut empirer rapidement en impactant les femmes aussi. Comme mentionné, on essaye de promouvoir le respect, la responsabilité et aussi une masculinité positive. Donc, il faut comprendre que il ne s'agit pas de contrôle ou de dominance, mais plutôt de respect, de protection et de responsabilité pour contribuer à un environnement sûr pour les femmes et les filles, pour leur faire comprendre aussi qu'elles ont un rôle à jouer. Parmi les bonnes pratiques qu'on a, on souhaite donc créer des espaces sûrs pour les garçons et les filles afin qu'ils peuvent et elles peuvent parler librement. Afin que le cadre légal juridique soit respecté, il faut qu'il y ait des interventions précoces. Donc, en essayant de faire comprendre aux jeunes qu'ils doivent faire entendre leur voix et de plaider pour leurs droits avant d'accéder au système légal. Il faut comprendre aussi des signes précoces de comportement de contrôle ou de comportement d'abus et ce qui est mauvais dans des relations, dans des dynamiques familières. On a essayé de combler le vide entre sensibilisation et accès à la justice, en essayant de partager des informations sur les droits et les services à disposition, en encourageant la dénonciation précoce et aussi un soutien dans nos programmes. Donc, en quelques mots, voici ce que nous faisons et ce que nous essayons d'encourager par le biais de nos programmes. Merci infiniment, Clarisse. J'apprécie beaucoup ta contribution à cette conversation aujourd'hui. Tu as parlé de plein d'aspects dans le contexte sud-africain qui révèlent une complexité réelle, l'existence avec une culture profonde, des barrières économiques. Et pour beaucoup de filles, ce n'est pas seulement une question légale, mais aussi une question de sécurité et d'acceptation sociale. Donc cela demande bien sûr bien plus que des lois. Et donc cela demande une transformation des institutions pour avoir accès aux ressources et faire en sorte que les formes visibles et invisibles de violence soient reconnues et relevées. Des programmes tels que ceux que tu as mentionnés sont particulièrement importants car ils reconnaissent que l'accès à la justice n'est pas seulement une question d'accéder à un tribunal, mais aussi accéder à des services de base dans un département. Et donc, vous essayez d'autonomiser les jeunes non seulement comme victimes, mais aussi comme agents de changement. Merci beaucoup de votre contribution. Je sais que nous sommes déjà en retard, donc avant de repasser la parole à Teresa pour conclure cette conversation et arriver aux conclusions, je souhaiterais donner l'opportunité au public de partager une question si vous en avez pour nos intervenants. Si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout simplement les partager par la suite, même à l'écrit. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public? Juste très rapidement. S'il n'y a pas de questions, pas de souci. On est déjà en retard. Donc, je ne vois pas de main levée. Et donc, Teresa, je te repasse la parole pour les conclusions de cette conversation. De mon côté, je souhaite remercier nos intervenantes exceptionnelles d'avoir partagé leur présentation et c'était vraiment un plaisir de pouvoir modérer cette conversation. Teresa, à toi la parole pour la conclusion.
Merci infiniment, Despina, et merci à toutes nos intervenantes excellentes qui ont apporté des vibrations très positives. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense que vos partages de tant de réalités différentes du monde et de rôles différents dans vos domaines de vie et d'études différents et de travail sont essentiels. Vous avez partagé des thèmes, vous avez parlé de différentes cultures, des différents points de contact, et ces thèmes sont communs pour nous et apportent une leçon très importante pour toute personne qui a des problèmes d'accès à la justice ou même pour assurer que les filles et les femmes peuvent accéder à leurs droits, que leurs droits soient protégés. On a parlé donc du rôle aussi qui joue l'isolement, l'isolation, la marginalisation, ce qu'on a décrit dans le titre d'aujourd'hui, silence étouffant, et ce qui garde la violence invisible dans plusieurs contextes. À travers vos partages, vos récits, on a appris l'importance de briser cette marginalisation, ce silence, en essayant de trouver les moyens afin que les femmes et les filles peuvent s'exprimer et peuvent exprimer les formes de violence vécues, mais aussi l'importance des alliés venant des différents contextes qui peuvent apporter leur savoir au niveau légal, juridique, pour faire connaître aussi quelles sont les ressources ou les rôles au sein de la société, afin de leur permettre d'être effectivement les agents du système de justice, afin que l'on puisse respecter les promesses que des bonnes lois et de bons codes légaux et politiques promettent, d'une façon donc qui soit effectivement significative et transformatrice. Vous avez mis en exergue l'importance d'un bon leadership dans ce domaine de système de justice, dans un monde d'éducation et en apportant une compréhension plus vaste des droits et des lois, des législations dans chaque société, afin d'avoir une compréhension plus vaste de la notion des droits humains des femmes, pour nous faire comprendre qu'il y a une façon très étroite, pour ainsi dire, pour les femmes d'être dans le monde. Et donc tout ce qui va au-delà de cette définition étroite serait inacceptable, doit être resté dans le silence. Mais donc nous devons comprendre qu'à travers l'éducation et la formation, nous pouvons élargir cette compréhension et permettre donc aux femmes et aux filles d'être des êtres humains dans le monde et d'être qu'elles ont aussi plusieurs façons d'être, de vivre à côté des hommes et des garçons, avec cette liberté pour ouvrir des parcours qui brisent le silence, qui brisent l'isolement. Et donc, il est important de s'engager dans des conversations plus vastes et d'apporter plus de femmes, plus de filles dans des rôles de leadership importants dans le système de la justice, et aussi en développant des alliances fortes qui puissent aussi résulter en engagement sur le long terme pour la justice et pour la réalité et pour la paix. C'est essentiel pour la transformation que nous voyons par le biais de votre travail. Et donc, je souhaite vous remercier encore une fois pour toutes vos contributions d'aujourd'hui. Je suis vraiment ravie que vous avez pu participer. Je remercie les co-organisateurs et je remercie tous les membres de la coalition des religieux et des religieuses pour la justice et aussi
la International Presentation Association, la compagnie des filles de la Charité et les Oblats missionnaires de Marie Immaculée et bien évidemment toutes nos intervenantes. Un grand merci pour avoir partagé vos expériences et vos points de vue pour nous aider à faire partie d'une justice plus équitable et d'un processus de paix plus équitable. Merci encore une fois pour le temps que vous nous avez confié. Merci de votre énergie, merci de votre travail pour soutenir le mouvement, pour aller au-delà de la violence invisible et du silence étouffant, pour arriver dans un monde d'ouverture, de réalité et d'options surtout, et de justice pour tout le monde. Merci encore une fois. 1000 fois merci. Thank you to you too. Merci, merci à tout le monde. C'était une matinée d'inspiration, de grande inspiration. Rosie a pleuré 2, 3 fois, au fait, depuis le début. Et bon, elle a même pas pu voir son père, elle n'a pas le soutien de son père, donc elle est vraiment laissée à elle-même. Mais bon, elle est vraiment ravie d'avoir eu cette aide et d'avoir pu présenter son cas. Merci infiniment, Sneha. Je suis vraiment ravie du travail que tu fais avec elle. Je n'avais pas compris que Rosie était émue en fait et que c'était un moment difficile pour partager son témoignage. Mais en tout cas, on a vraiment apprécié le fait que elle était là avec nous et que tu l'as aidée avec la traduction. Merci beaucoup. Tout le monde est très très courageux, une force incroyable. Snéha, merci beaucoup. Au nom de- Merci pour ce que tu as fait avec Rosie et toutes les autres. Merci à vous toutes, en fait. C'est vraiment un honneur d'être associée à vous et de pouvoir travailler à vos côtés. Merci beaucoup, Carrie. Anna nous a envoyé plein de photos. Est-ce que tu peux juste montrer l'une des photos? Est-ce que on peut le voir très rapidement, s'il te plaît? Bien évidemment, merci beaucoup pour cela. Je crois que la photo est une très belle façon pour conclure cette session. Dites-moi si vous voyez les photos. Ouais. Oui, voici les abuelas avec certaines personnes de mon équipe. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Oui, oui. Voici les femmes qui essaient de construire la paix au Guatemala. Là, c'est une exposition des photos des abuelas. On a un monument pour la paix. Et je vous dis juste, là, c'est le centre de mémoire pour les femmes. Toutes les œuvres sont des femmes. Et vous voyez qu'il y a un soutien
pour des conversations dans l'esprit aussi. Il y a là, c'est lorsqu'ils ont construit le centre. Voici les abuelas dans les communautés avec leurs grandes-filles. Merci, merci Anna. C'est un moment très important pour nous, avec un soutien aux autres femmes et les autres filles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Anna. Et un grand merci aussi à ONU Femmes pour leur travail. C'était très apprécié. Aussi, merci de ta présence ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci infiniment et à bientôt. Merci, à la prochaine. Merci, merci pour tout ce que vous avez partagé.